Mais attendez, je termine sur ce point. Nous, ce que nous avons dit, honnêtement, c'est une parole de sagesse. C'est celui qui peut réconcilier tous les Sénégalais aujourd'hui, ici et maintenant, et mettre fin à cette tension, cette grave crise, c'est bien, pardon, c'est bien le président Abdoulaye Wade. C'est lui qui peut le faire. Parce que si le Conseil valide, on ne sait pas ce qui va se passer. Si le Conseil invalide, on ne sait pas non plus. On sait au moins une chose, c'est que la majorité sortante est disqualifiée. Et ça, c'est pas non plus la démocratie. Je peux vous poser la question autrement. Comment, logique pour logique, dans une république, une opposition peut imposer à la majorité un candidat? Non, attendez. Là encore, la formulation, je crois, n'est pas des plus heureuses. Hein. Avec tout le respect que j'ai pour vous, ce que l'opposition dit, c'est que nous demandons au président Abdoulaye de respecter la Constitution du Sénégal. En 2007, par exemple, aucun membre de l'opposition n'a dit au président Wade, pour des raisons d'âge ou des raisons de compétences ou de travail que vous avez fait, nous voulons que votre parti choisisse un autre candidat. Personne n'a dit ça. Et là même, nous ne lui disons pas que son parti choisisse un candidat. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Soutenir parmi les candidats existants, faire ce qu'ils veulent. Ce que nous disons, c'est que le président nous dit, je ne suis pas éligible à un troisième mandat. Lui-même, dans le combat politique qu'il a mené dans les années 80-90 avec nous tous, il a toujours dit que les présidents qui restent 20 ans, ça, on doit y mettre un terme. 2 mandats, vous êtes out. Maintenant, ça s'applique à lui, il refuse. Et entre nous, moi je pense que le projet du président était de respecter la Constitution et de faire 2 mandats. C'est parce qu'il s'est engagé dans un projet, une tentation dynastique qui n'a pas marché, qu'il est revenu en arrière pour dire, bon, mais écoutez, moi donc je reste. Non, il ne peut pas rester. D'accord. Il ne peut pas rester parce qu'il ne peut pas violer notre Constitution. Nous ne sommes pas d'accord. Aujourd'hui, les acteurs ont les yeux rivés sur l'organisation de cette élection présidentielle. Même les partenaires sont résolument tournés vers ce scrutin. Ils en appellent à la sérénité et tout. Finalement, donc, est-ce que cette campagne contre la candidature du président Wade n'est pas dans l'eau? Ah non, 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 au contraire, elle est plus. Le 23 décembre, nous avons réussi une super mobilisation. Malheureusement, le même jour, le président Wade, qui a persisté, signé et qui a voulu être investi par son parti, a eu des difficultés, même à pouvoir s'exprimer devant les micros. Nous, on disait qu'un pays ne peut pas perdre sa voix. Un pays ne peut pas perdre sa voix. Et la voix du Sénégal, comme vous dites, c'est le président de la République. Et on s'est retrouvé dans une situation où les Sénégalais ont encore eu plus d'angoisse par rapport à ce qui va se passer dans notre pays. Et il y a eu beaucoup d'interrogations et malheureusement, tout ça a été encore rendu plus grave par le discours du 31 décembre, où on a eu un discours de 80 minutes, là où des chefs d'État de pays beaucoup plus puissants, beaucoup plus nombreux en termes de population, de poids, etc. On parlait 8 minutes, 10 minutes, on présente des vœux le 31 décembre. Mais ce jour-là, le président a fait un long bilan de 80 minutes et il en a profité pour attaquer des citoyens sénégalais, dont moi en particulier, quand il a parlé, comme vous disiez tantôt, des Sénégalais qui font le tour du monde, restent dans des hôtels, etc., pour dénigrer leur pays, et qu'ils n'ont qu'à venir descendre. Le 31 décembre, quand vous présentez vos vœux, moi j'estime que ce jour-là, le président a présenté ses vœux à tous les Sénégalais, sauf moi. Ce qui n'est pas gentil, parce que moi, je lui présente mes vœux. Mes vœux, je lui souhaite effectivement de se rétablir, d'avoir une excellente santé, d'avoir une excellente longévité, de rester auprès de sa famille et de son peuple et de son pays. Mais je souhaite qu'il le fasse après le 26 février, chez lui, tranquillement, parce que c'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est le respect de notre Constitution, et c'est ça qui est bien pour lui, entre nous, c'est-à-dire sortir de façon honorable, sous les applaudissements et les vivas de votre peuple, tous massés devant le palais de la République, plutôt que de sortir d'une autre manière que nous ne voudrions pas avoir dans ce pays. Parlons programme maintenant. Quels sont les axes du projet politique que vous portez? Qu'est-ce que vous proposez concrètement aux Sénégalais? Je vous remercie, parce que je pensais qu'on allait passer 90% de notre rencontre sur le programme, parce que c'est le temps où les candidats discutent de leur programme. Au début, je vous ai annoncé une triptyque, c'est-à-dire un trépied sur lequel nous allons appuyer notre politique de développement du Sénégal. Voilà un pays qui a un immense potentiel agricole, par exemple, et qui n'a pas atteint, bien entendu, l'autosuffisance alimentaire. Nous posons, et si vous relisez les documents sur les projets de développement du Sénégal, déjà en 1960,
Feu Mamadou Dia, un grand homme d'État, très respecté dans ce pays et dans le monde, avait comme préoccupation de régler rapidement la question de comment nourrir les Sénégalais correctement. 52 ans plus tard, le mouvement politique citoyen Lijot Jotna va dire aux Sénégalais qu'on est malheureusement encore toujours dans le starting block, qu'on n'a pas quitté ce département-là qui est le plus vital dans un pays. L'agriculture, et ce n'est pas parce que nous sommes un pays agricole, ce n'est pas parce que nous sommes un pays qui a des potentialités agricoles, c'est que l'agriculture est vitale pour le développement d'une nation. Quand un Sénégalais se réveille à 8 h du matin et va chercher sa nourriture jusqu'à 20 h, il rentre chez lui. Ce jour-là, en quoi il a contribué au développement de son pays? Parce qu'il est pris par la faim, il est tenaillé par la faim. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas la faim ne savent pas que l'écrasante majorité des Sénégalais n'ont pas 3 repas par jour. Vous savez, je faisais un peu le calcul de façon très simpliste. Les médecins, les nutritionnistes recommandent qu'on ait 3 repas par jour. Oui. Admettons que sur les 12 millions de Sénégalais, on essaie d'avoir 3 repas par jour. Ça fait 90 repas par mois. Admettons que chaque repas, et ce qui n'est pas un chiffre exagéré, coûte 1000 francs CFA. Il faut 90 000 francs CFA pour nourrir chaque Sénégalais correctement. Combien de Sénégalais gagnent moins de 50 000 francs, moins du SMIC? Combien de Sénégalais gagnent autant que ce chiffre, cette somme pour pouvoir se nourrir? Ceci pour dire aussi que l'agriculture permet de libérer du temps pour faire autre chose. Un pays qui ne nourrit pas correctement sa population, un État qui ne nourrit pas correctement sa population ou qui ne crée pas les conditions pour que sa population se nourrisse correctement, cet État-là n'a pas fait son travail. Nous estimons que sur cette question, l'État du Sénégal, comme beaucoup d'États africains, a été un État défaillant. Défaillant parce qu'ayant raté une mission historique, c'est d'abord de nourrir sa population. Défaillant avec tout ce qu'il a fait, oui, mais les résultats, etc. Tout à fait, c'est de très bonnes initiatives, oui. C'est une très bonne vision, mais ce que nous disons, c'est que le résultat est là. L'écrasante majorité des Sénégalais ne mangent pas à leur faim. Il y a des gens qui pensent que c'est un discours politique, etc., mais ils n'ont qu'à aller dans certains milieux. Ils se rendront compte que très souvent, on parle de menaces de famine et les gens se fâchent. Il n'y a pas de famine au Sénégal. Donc la triptyque, c'est nourrir, éduquer, soigner les Sénégalais. Et dans l'éducation, nous mettons énormément de choses. Il y a tout un programme développé autour de l'éducation et de l'agriculture. Sur l'agriculture, si vous permettez, nous souhaitons inverser une valeur. 60% des Sénégalais sont dans l'agriculture et produisent 20% du PIB. C'est des chiffres inacceptables. Nous voulons que 20% ou 10% des Sénégalais fassent de l'agriculture une activité professionnelle et nourrissent l'ensemble de la nation, contribuent énormément au PIB et nous règlent le problème de la souveraineté alimentaire. Quand un pays dépend de l'extérieur pour nourrir ses populations, il y a un problème très sérieux. Et maintenant, bien entendu, la santé. Nous trouvons scandaleux qu'un Sénégalais aille devant un hôpital tordu de douleur, souffrant, et que la première chose qu'on lui demande, c'est de payer. Ben, s'il ne peut pas payer, comment est-ce qu'on peut regarder une personne qui souffre, qui est là devant vous, qui se tord de douleur, reprendre le taxi ou le car rapide et rentrer chez elle? Donc nous allons trouver une solution en travaillant sur les mutuelles, sur les assurances, sur le tiers payant, c'est-à-dire une autre institution prend la responsabilité de payer, pour faire que quand un malade arrive, la vocation, les médecins ne demandent que ça. Quand un patient arrive, qu'il puisse s'occuper du patient. Pas s'occuper des questions de paiement et autres, qu'il puisse tout de suite lui donner les premiers soins, le soulager. Ça, nous allons l'apporter dans notre programme. Vous allez faire quoi? Parce que la santé, quand même, n'a pas de prix, on le dit, mais elle a un coût. Vous allez enlever tout cela? On va soigner gratuitement au Sénégal avec vous? Nous n'avons pas dit ça. Comme vous l'avez parfaitement dit, nous ne sommes pas l'État-providence, l'État qui règle tous les problèmes. Nous n'y croyons pas. Depuis 1960, les États africains ont pris cette option, l'État qui fait tout. Nous croyons fondamentalement que dans un partenariat public-privé, c'est un secteur très rentable. Si le secteur privé sénégalais avait toute sa place dans le développement de notre pays en général, développement de l'agriculture, développement de l'éducation, développement de la santé, on réglerait beaucoup de problèmes. L'État est pauvre par essence. L'État n'a pas d'argent. L'État n'est pas riche. L'État vit de ce que ta sueur, toi et moi, la sueur de nos compatriotes, les taxes, les impôts. Donc dégageons l'État de cette responsabilité de régler tous les problèmes. Donc je vais être très clair, nous croyons fondamentalement au secteur privé et à l'économie de marché.
Sur ce point, il n'y a aucune ambiguïté. Maintenant, ce que nous disons, comme vous dites, quand nous parlons de tiers payants, on va travailler avec des institutions. L'histoire de la couverture universelle. Il faudra bien, par le système de prendre un peu chez les salariés, prendre un peu chez des ONG, par exemple, qui soutiennent les couches les plus vulnérables. Oui. Il y a des pays où on dit que les femmes et les jeunes de moins de 5 ans seront totalement prises en charge. Les femmes enceintes, par exemple, totalement prises en charge. Les jeunes de moins de 5 ans, totalement prises en charge. Nous voulons régler ce genre de problème et ceux qui peuvent contribuer, les autres citoyens, contribueront pour qu'on ait effectivement un système de santé qui soit à la portée de tous. Ce que je dis, c'est arrêter la question de l'inaccès. D'accord. Donc nourrir, éduquer, soigner. Certains nous ont dit pourquoi vous ne dites pas nourrir, soigner, éduquer. Mais si vous nourrissez les gens, vous ne les éduquez pas, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas les soigner. Parce que dans les soins apportés, n'est-ce pas, aux citoyens, il y a la question de l'éducation, la prévention. Nous souhaitons inverser les valeurs. 60% de prévention et peut-être 40% de politique curative. Mais ça ne peut se faire que si, effectivement, on peut éduquer nos compatriotes. Voilà, un mot sur la Casamance, une question qui préoccupe tous les Sénégalais qui souhaitent voir cette paix arriver définitivement dans cette partie sud du Sénégal. Avez-vous la solution miracle? Le mot miracle n'est pas très bien, n'est-ce pas? Parce qu'il faut être humble et il faut être modeste. Mais en terminant sur notre triptyque, n'est-ce pas? Nourrir, éduquer, soigner, nous disons que c'est pour permettre de libérer les énergies. Libérer le secteur de l'énergie. Fondamentalement, ça c'est un aspect concret, on n'a pas eu la chance d'en parler. Le secteur de l'énergie qui est vital pour le développement d'une nation. Et notre pays fait du pilotage à vue. On nous loue des barges, des groupes électrogènes, 650 millions par mois. Ce n'est pas une solution au problème de l'énergie. Mais fondamentalement, nous voulons des citoyens sénégalais dont l'énergie est libérée pour qu'ils puissent aller à l'assaut de l'avenir. Après cela maintenant, vous avez raison. Préoccupation fondamentale. Vous savez que notre mouvement a dit que la Casamance était la priorité numéro 1. Dans ces élections-là, nous nous battrons pour que tout le monde mette la Casamance comme agenda numéro 1. Nous avons même dit que le jour de notre élection à la tête de ce pays, dès que les résultats définitifs sont annoncés, si nous sommes élus président du Sénégal, nous allons immédiatement en Casamance. De Ziguinchor, nous allons faire un premier discours à la nation et même nous projetons de prêter serment à Ziguinchor et nous pensons que c'est important pour montrer que notre pays a un défi fondamental, c'est son intégrité territoriale, c'est l'unité. Mais la Casamance, il faut régler le problème par la réconciliation qui passe par la vérité et la justice. Nous l'avons dit, les 3 grandes régions périphériques du Sénégal, la Casamance naturelle, le Sénégal oriental, la région du fleuve, sont des régions marginalisées, délabrés et qui n'ont pas vu l'État du Sénégal prendre ses responsabilités au point que la Casamance s'est révoltée de la façon que l'on sait et les citoyens, certains autres ont carrément pris leur mal en patience et presque accepté la situation dans une certaine fatalité. Et ça, c'est pas bon. Nous comptons avoir des politiques de développement local et pour la Casamance, nous allons non seulement proposer un plan de paix que nous avons déjà quelque part mis en œuvre, certains savent de quoi je parle, et nous pensons pouvoir convaincre toutes les parties à s'asseoir immédiatement autour d'une table et à discuter un plan de sortie de crise avec un programme spécial de reconstruction de la Casamance, de réinsertion des jeunes combattants. Ceux qui sont militaires retourneront dans l'armée, ceux qui ne sont pas militaires pourront retourner dans leur village, devenir des agriculteurs, des fermiers, mais nous allons injecter beaucoup de revenus parce que c'est un investissement. Si la Casamance est déminée, si la paix est définitive en Casamance, si les citoyens de cette partie du Sénégal peuvent vivre comme tous les autres Sénégalais, la Casamance peut être même le moteur, la locomotive du développement de notre pays. Donc c'est un investissement que de concentrer nos efforts d'abord sur la résolution de cette crise casamançaise. Voilà, merci beaucoup, Dr Cheikh Tidiane Gadio. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement politique citoyen Louis Diop Jotna, candidat à l'élection présidentielle de 2012. Merci encore une fois. C'est moi. Merci. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission Point de vue. On se retrouve donc dimanche prochain pour un autre numéro.